Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison sportive avec 85 chronos. On se retrouve de nouveau chaque lundi à la mi-journée pour faire le point sur l'actualité sportive vendéenne. Et on va commencer cette émission avec les Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Plusieurs athlètes vendéens y participent et notamment la paratriathlète Gladys Lemoussu de Saint-Jean-de-Mont, médaillée de bronze aux Jeux de Rio en 2016. Elle participait ce week-end à ses deuxièmes Olympiades dans la catégorie PTS 5. Ça ne s'est pas passé comme elle l'avait espéré, une course que la Montoise a subie selon ses propres mots. La partie natation se passe plutôt bien, ça se complique un petit peu sur la partie vélo et sur la course à pied. La Vendéenne est victime d'un point de côté. C'est la Britannique Steadman, vous le voyez à l'image, qui s'impose devant l'Américaine Norman. Une autre Britannique, Cashmore, prend la 3e place. Quant à Gladys Lemoussu, elle termine à la 6e position avec 6 minutes et 17 secondes de retard sur la Britannique Steadman. C'est forcément une déception pour Gladys Lemoussu qui visait à nouveau une médaille olympique à Tokyo. Pas de médaille non plus pour l'équipe de France de rugby fauteuil dans laquelle on retrouvait Jordan Ducret, vendéen originaire de Dompierre-sur-Yon, mais également joueur et président du club de Carquefou. En phase de poule, les Français ont totalisé 2 défaites face au Japon et face à l'Australie et une victoire face au Danemark. Il a manqué seulement 1 point au goal average particulier pour se qualifier en demi-finale. Et puis samedi, les Bleus jouaient leur dernier match face au Canada pour la 5e place et ils se sont inclinés sur le score de 57-49. L'équipe de France de rugby fauteuil termine donc 6e de ces Jeux paralympiques de Tokyo. Et puis en tennis, 2 Vendéens présents à Tokyo. C'est terminé pour Gaëtan Mingui, éliminé au premier tour en simple. Il a également été éliminé en double au 2e tour. Il était associé à Frédéric Cataneo. Ça continue en revanche pour Stéphane Houdet qui est toujours en lice sur le tournoi simple. Il s'est qualifié ce matin pour les quarts de finale. Il affrontera le numéro 1 mondial, le japonais Kunieda. Il est également qualifié en double avec Nicolas Pfeffer, qualifié pour les quarts de finale. À noter que les 2 hommes avaient remporté l'or paralympique lors des Jeux de Rio 2016. Il y aura une autre athlète vendéenne à suivre cette semaine. C'est la nageuse des Sables d'Olonne, Anaëlle Roulet. Quelques images de voile avec la 52e édition de la Solitaire du Figaro. La 2e étape s'était lancée ce dimanche de Lorient, direction Fécamp. La première étape, la plus longue, a été brillamment remportée par Xavier Macaire sur Groupsnef. Le Sablais s'est montré le plus rapide sur ce parcours de 689 000. Il a terminé en 3 jours, 14 heures et 30 minutes. Il devance Pierre Quiroga, skipper massif de 47 minutes. Tom Laperche sur Bretagne CMB Performance prend la 3e place à 1h28. Xavier Macaire, qui est l'un des favoris de cette édition, avait également remporté la première étape en 2020. Ça avait été plus compliqué par la suite. Il espère cette fois confirmer sur les prochaines étapes. Il a en tout cas marqué les esprits sur cette première manche. Je vous propose de l'écouter. Super à l'aise sous spi sur la descente, vraiment. J'étais hyper en phase avec mon bateau. Voilà, c'était top quoi, d'avoir une bonne vitesse, d'être en bonne symbiose avec le bateau, c'était génial. Il faut garder la tête froide parce que voilà, c'est que le début, c'est qu'un petit bout de la Solitaire du Figaro. Et voilà, il va se passer encore plein de choses sur les prochaines étapes. Donc on garde la tête froide et voilà, j'ai un bon acquis sur cette première étape. Et maintenant, je vais me concentrer sur la suite, quoi, bien me reposer, bien refaire un check du bateau. Et puis me préparer pour la suite, les 3 étapes à venir, parce qu'il y en a encore 3. Et on reste sur l'eau avec de la planche à voile et plus particulièrement la catégorie EQ Falls qui remplacera la RSX aux prochains Jeux Olympiques. Et la Sablaise Hélène Noës-Mohen a décroché pour la 2e année consécutive le titre de championne du monde. La compétition avait lieu à Silvaplana en Suisse. Hélène Noës-Mohen qui est licenciée au sport nautique sablais. Allez, on passe maintenant au football avec le championnat de National 2 qui a repris il y a quelques semaines. On jouait ce week-end la 4e journée et l'équipe des Herbiers affrontait la réserve de Nantes samedi soir au stade Massabielle. Les Nantais qui obtiennent un pénalty à la 19e minute à la suite d'une faute de main d'un Herbretais. Pénalty transformé par Manvelian qui ouvre le score pour les Canaries. 2 minutes plus tard, même situation dans le camp adverse. Faute de main d'un Nantais et pénalty pour les Herbiers. Mais cette fois, l'Herbretais Anthony Payet ne marque pas et ça fait toujours 1-0 pour Nantes. À la 28e minute, on retrouve Anthony Payet qui est à la réception d'un centre de Geoffrey Assoumin. Et cette fois, l'attaquant du VHF trouve le chemin des filets, 1 but partout. Cette première mi-temps est très animée. À la 30e minute, Quentin Merlin redonne l'avantage en Nantais, 2-1.
32e minute, Anthony Payet signe le doublé et remet les deux équipes à égalité, 2 buts partout. Juste avant la pause, Anthony Payet, encore lui, va contrer la relance du défenseur nantais Victor Dagui. Triplé pour Payet et les Herbretais rentrent au vestiaire en menant 3-2. En seconde période, le VHF fait le break avec une nouvelle fois, eh bien oui, c'est encore lui, Anthony Payet à la conclusion. Ça fait 4-2 et quadruplé pour la recrue herbretaise. Et ce n'est pas fini puisqu'à la 73e minute, Nantes réussit à réduire l'écart avec un 3e but inscrit par Abdoulaye Dabo. Et on en restera là. C'est donc une victoire 4-3 des Herbiers. On va écouter les réactions des deux entraîneurs, Stéphane Ziani côté nantais et Stéphane Mazala côté herbretais, au micro de Sandrine Pelletier. On vient aussi dans ce championnat-là avec justement l'ambition d'apprendre. Et encore une fois, ce soir, c'est un bon exercice. Et on le voit, j'ai envie de retenir les bonnes choses aussi parce que dans l'intensité, les gars ont beaucoup donné. On s'est procuré beaucoup d'occasions. On a essayé de produire du jeu. Mais à côté de ça, il va falloir analyser les buts qu'on prend, les situations chaudes qu'on se crée, malheureusement qu'on subit plus par manque de vécu. Et on voit, voilà, il ne faut pas laisser grand-chose pour être puni ici à ce niveau-là, quoi. Mais un match qui est parti dans tous les sens, voilà, qui est même difficile à lire, à essayer de maîtriser. C'est vraiment là, c'est parti vraiment tambour battant dès le départ. Nantes a attaqué, on a essayé d'attaquer, ils ont ouvert le score. Ce qui m'a plu dans ce match, c'est que voilà, on est resté malgré le fait d'être mené au score, 1-0, 2-1. On est resté dans ce qu'on voulait faire et on a réussi à revenir, à reprendre le match avec de la réussite. Avec de la réussite, c'est très clair. Mais on a réussi à tenir ce match. Et même jusqu'à la fin, on a souffert parce que Nantes est revenu encore, revenu d'un but d'écart et c'était compliqué. Maintenant, l'équipe m'a plu, le match m'a plu. Voilà, c'est sûr qu'il ne faudra pas encaisser 3 buts tous les matchs. Mais la façon de vouloir avancer sur le terrain m'a beaucoup plu. Maintenant, voilà, il faut être deux pour faire un bon match et je félicite la réserve de Nantes. Et avec 2 victoires et 2 matchs nuls, le VHF occupe la 3e place au classement derrière Moulins-Isère et Andrézieux-Boutéon. Moulins et les Herbiers qui sont d'ailleurs les 2 seules équipes encore invaincues dans ce groupe D. Prochain match pour les Herbretais, ce sera samedi à Canet en Roussillon. Du côté du National 3, c'était la reprise du championnat ce week-end, la première journée. Et on retrouve 6 équipes vendéennes dans ce championnat. Et il y avait 3 derbys ce week-end. Victoire de la Roche VF face à Chaland, 3-1. Pouzauges s'impose à domicile face au Port-et-Survie, 1-0. Et même score en faveur de Fontenay face à la Châtaigneraie. Notez donc pour le classement que les vainqueurs se retrouvent en haut. Ceux qui ont perdu en bas et ceux qui ont fait match nul entre les deux. La prochaine journée, ce sera samedi prochain avec 2 derbys au programme. La Châtaigneraie face à Pouzauges et Chaland face à Fontenay. Football toujours, mais en salle avec donc du futsal. La 3e édition de la Montaigu Futsal Cup. C'était de jeudi à samedi au pôle sportif Maxime Bossis à Montaigu-Vendée. Un tournoi international avec 4 équipes de la catégorie U19. La France, la Pologne, le Pays de Galles et l'équipe de Nantes Métropole Futsal qui a remplacé au pied levé la Finlande qui en raison des conditions sanitaires n'a finalement pas pu se rendre en Vendée. Le tournoi a été remporté par l'équipe de France qui s'est imposée en finale face à la Pologne 4-3. Le Pays de Galles prend la 3e place et Nantes termine 4e. Montaigu-Vendée qui a accueilli un autre gros événement sportif avec le tournoi de basket Cadet Nation, un tournoi qui concerne la catégorie U18 et qui réunissait 8 des meilleures équipes françaises. 16e édition de ce tournoi organisé par l'association Pays de Montaigu Basket. Comme beaucoup d'autres événements, le tournoi avait dû être annulé en 2020. En finale, ce samedi soir, on retrouvait Pau en noir face à Cholet en rouge. Une rencontre dominée par l'élan béarnais qui s'impose sur le score de 59-39. Nanterre termine 3e devant Le Mans, 4e. Étaient également présentes les équipes de Quimper, Limoges, Nantes et Nancy. Un tournoi cadet nation qui permet au club de bien préparer la saison et au public de voir évoluer quelques-uns des futurs grands joueurs de basket. On va écouter la réaction de Jimmy Durand, coach des U18 de Pau, mais aussi François Marion, président de Pays de Montaigu Basket. Ils sont tous les deux au micro de Thibaut Grasset. Ça fait 15 jours qu'on a réellement repris l'entraînement. Il n'y a pas eu de championnat pendant 1 an et demi, donc forcément on était un peu craintifs, tous les coachs du tournoi d'ailleurs, sur l'état physique un peu des garçons.
Et il s'avère que nous, pour le coup, ça s'est plutôt bien passé. On n'a pas de blessés globalement sur le tournoi. Et en plus de ça, on a réussi à avoir une constance sur les 5 matchs. Et je suis satisfait. Sur les 15 premiers jours de pré-saison, c'est bien ce qu'on a fait. C'est intéressant. C'était pas une fin en soi de gagner ce tournoi, mais je trouve que c'est bien. Ça fait un premier challenge sur la pré-saison. Ça valide nos 2 semaines de travail. Sur le match, je leur avais dit, l'équipe qui gagnera, c'est celle qui sera la plus constante sur le match. Et vraiment, on a 12 joueurs qui sont interchangeables. Et ça s'est vu, je pense, sur le dernier match. Ouais. L'objectif, de toute façon, cette année, c'était surtout de relancer un petit peu le tournoi. L'année dernière, on n'a pas pu l'organiser, forcément à cause de Covid. Là, l'objectif était surtout là de faire en sorte que les équipes qui sont venues nous voir puissent rejouer devant du public, ce qu'ils n'ont pas connu également depuis un an. C'était aussi l'occasion de pouvoir remobiliser tous nos bénévoles de façon à ce qu'on puisse redonner un petit peu une âme, une vie à nos complexes sportifs. Voilà. Les équipes qui viennent nous rencontrer, qui viennent jouer chez nous, elles sont en phase de préparation, donc il faut aussi accepter un petit peu les écarts. Les arbitres, je les remercie aussi, les arbitres ont fait aussi du très très bon travail. Il ne faut pas oublier que les arbitres, ils n'ont pas arbitré depuis plus d'1 an. Hein. Ce sont des arbitres qui arbitraient dans les championnats régionaux et donc c'est assez compliqué. C'était vraiment la reprise pour tout le monde. Et basket toujours avec un premier match de préparation pour l'équipe féminine du RVBC, la Roche-Vendée Basket Club. C'était vendredi soir face à Landerneau à la Halle des Sports des Oudéries. Le club lyonnais qui aborde sa 4e saison en Ligue féminine avec beaucoup de nouvelles têtes. 6 nouvelles joueuses sont arrivées cet été du côté de la Roche. En première mi-temps, les Lyonnaises affichent quelques lacunes défensives, mais elles mènent tout de même 55-45. L'équipe de Manu Body qui domine un peu plus les débats en deuxième mi-temps pour finalement l'emporter sur le score de 102-68, avec notamment 28 points de l'américaine Tiffany Clark et 16 points de la recrue espagnole Ana Suarez. Une bonne reprise pour le RVBC qui jouera un deuxième match amical. Ce sera mardi soir face à Angers, toujours à la Halle des Sports des Oudéries. On va écouter la réaction du coach Manu Body, mais aussi celle de la nouvelle meneuse, la jeune Colline Franchetin, au micro de Sandrine Pelletier. On fait un bon petit match ce soir. Bon, après, on avait vu que ça avait bien pris sur les entraînements et que tu vois, le groupe, les premières pierres étaient bien posées et que la fondation était solide. Donc, elle s'est confirmée ce soir. Maintenant, t'es à 15 jours de préparation, il reste encore longtemps, donc on va pouvoir peaufiner les automatismes parce que je pense qu'il y a quand même besoin de bosser. On a vu beaucoup de choses sur lesquelles on peut encore s'améliorer, notamment sur le plan défensif, tu vois. On n'est pas trop satisfait du 45 points en première mi-temps. Donc je pense qu'on peut se perfectionner là-dessus quand même. Le seul petit point négatif, c'est la blessure de Kali Lewis qui s'est blessé pendant l'entraînement cette semaine. Mais c'est pas méchant. Elle va reprendre tranquillement lundi. Donc c'est vraiment pas un point noir. C'est juste un petit retard qu'elle va avoir elle. Mais sinon, après, derrière, les recrues, les 5 autres recrues, franchement, il y a des choses vraiment intéressantes, quoi. Ça a été un appel du coach qui était intéressé par mon profil de jeu. Et puis j'ai direct sauté sur ce beau projet qui est un super club. J'ai eu que des bons échos, c'est-à-dire familial et puis un club battant qui veut se montrer de plus en plus en première division. Donc, puis avec une Coupe d'Europe. Donc c'est super et il n'y a plus qu'à, quoi. Il fallait se mettre dedans au début, collectivement, basketement. Et puis là, on va faire quelques animations pour créer un peu de collectif, donc on a hâte aussi. Puis il y a que des bonnes joueuses au niveau de l'état d'esprit, franchement c'est vraiment bien et puis je pense que ça se voit sur le terrain, donc venez nous voir jouer. Mais on veut être dans le top 6, on veut faire un coup soit dans une des 3 compétitions dans lesquelles on va jouer, c'est-à-dire soit en Coupe de France, soit en championnat ou soit en Coupe d'Europe. Donc on a pas mal de projets, mais c'est encore à long terme. Et chez les hommes, c'est également l'heure des matchs de préparation, notamment pour les 2 équipes vendéennes qui se retrouveront en National 1, Chaland et les Sables d'Olonne. Ces 2 équipes se sont affrontées samedi soir à Chaland. Les Chalandais l'emportent 82-80. Chaland qui jouera face à Angers mardi soir à la salle Michel Vrignot. Et les Sablais affronteront La Rochelle mardi soir également à 19h à la salle Beau Séjour. Le club de Chaland endeuillé après la disparition mercredi dernier de Jean Gabory, surnommé Jeannot. Il a occupé le poste de président du club de basket de Chaland pendant 12 saisons entre 1994 et 2006.
Du cyclisme à présent avec une nouvelle épreuve originale organisée par 4 jeunes cyclistes. C'était samedi soir aux Herbiers, une course intitulée Gartois Cité éliminée sur un circuit d'1 kilomètre. Le dernier coureur à franchir la ligne à chaque tour doit quitter la course. Une ligne d'arrivée installée sur l'avenue de la Gare aux Herbiers. Pour cette première édition, le peloton était assez peu garni. Il n'y avait donc pas d'élimination sur chacun des 80 tours au programme. La tactique était donc primordiale sur ce type d'épreuve et c'est le coureur des Sables d'Olonne, Erwan Morin, qui s'est montré le plus fort et le plus malin. Il s'impose devant Mathieu Limousin des Herbiers et le coureur rwandais Nzafash Wanayo. Malgré un faible nombre de participants, ce Gartois Cité éliminé a proposé du beau spectacle avec une formule très spectaculaire pour le public. On va écouter le vainqueur, Erwan Morin, mais aussi Rémi Lédin, l'un des 4 organisateurs, au micro de Thibaut Grasset. C'est parti fort, personne ne savait trop comment gérer la course, justement, des éliminés, on n'a jamais vu ça à part sur piste. Donc vraiment compliqué à savoir comment gérer, comment s'alimenter, comment gérer ses efforts justement. Et puis en fin de course, les Rwandais étaient vraiment beaucoup représentés à l'avant. Donc là aussi, un danger entre guillemets à gérer, vraiment ils étaient costauds. Je pense qu'à la fin, ils ont manqué un peu de justesse tactique. Et c'est ce qui a pu leur coûter, je pense, la victoire à la fin. C'est des petits circuits, donc il faut rester très attentif et essayer de ne pas se rater et pas rater le bon coup. J'ai réussi à rentrer sur la bonne à la fin et puis à gérer mes sprints comme il fallait pour aller chercher la victoire. En fait, on est 4 coureurs du Vélo Club Herbretet depuis une dizaine d'années, dont un maintenant qui est parti au Vendu, Emilien Janière. Et puis donc en fait on est toujours restés amis et on s'est dit, nous on a fait beaucoup de courses ici sur cette avenue de la Gare et on s'est dit pourquoi on ne créerait pas un nouvel événement sur cette avenue qui nous a déjà donné depuis de nombreuses années. C'est exactement l'ambiance qu'on recherchait, c'est vraiment une solidarité entre tous les coureurs, les spectateurs, les bénévoles et nos partenaires qui nous ont aussi beaucoup soutenus pour cet événement. Donc là voilà, c'est une grande réussite ce soir. Les coureurs, voilà, on n'a eu que des avis positifs sur l'événement, donc à reproduire. Et on termine avec un mot de motocross et un titre de champion de France espoir en 85 cm3 pour Mathis Valin, licencié au motoclub du Pays des Olonnes et membre du team 737 Performance dirigé par Valentin Teillet. Il s'est imposé ce week-end à Magescq dans les Landes lors de l'avant-dernière manche du championnat. Il reste une manche à disputer, mais il ne pourra plus être rejoint au classement général. Je vous donne rendez-vous à 18h50 pour 85 chrono le vestiaire. Nous serons en compagnie de Jean-Philippe Guignard, président du comité départemental olympique et sportif. Vous retrouverez également Johan Jadot qui reviendra sur l'actualité cyclisme. Très bonne journée à tous.